88.0. 88.0 Abidjan. Il est 8h. Merci de rester avec nous pour vous informer. La présentation de l'actualité africaine tout de suite avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Hawa Touré. Bonjour à toutes et à tous. Il était devenu trop gênant et a été poussé à la démission par son parti, l'ANC. Jacob Zuma a lâché prise mercredi soir et a annoncé son départ de la présidence de l'Afrique du Sud au terme d'un long discours à la télévision. Ce sont les affaires dans lesquelles il est impliqué qui ont incité son parti à le lâcher. Sorosita, parlez-nous justement de ces affaires. La plus vieille affaire qui hante le chef de l'État, ce sont les 783 chefs d'inculpation pour fraude, racket et corruption. À la fin des années 90, Jacob Zuma est vice-président du parti au pouvoir et il est accusé d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement public avec la société française Thales. En 2008, les charges sont abandonnées pour vice de procédure, ouvrant la voie à son élection à la présidence. Aujourd'hui, ces charges pourraient bien être rétablies. La justice ayant conclu que leur abandon n'était pas justifié. Il y a également un scandale privé qui a beaucoup choqué les Sud-Africains. C'est une ancienne affaire de viol. En 2005, Jacob Zuma est accusé d'avoir violé une jeune femme, une amie de la famille. Lui a toujours nié les accusations, disant que la relation était consentante alors que la jeune femme a porté plainte, ce qui a profondément choqué les Sud-Africains. Finalement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce sont ses liens avec la famille Gupta. Un rapport du médiateur de la République sorti en 2016 révèle l'étroite coalition entre le chef de l'État et une richissime famille d'hommes d'affaires indiens. Les Gupta sont accusés d'utiliser leur relation avec Jacob Zuma pour lui imposer la nomination de certains ministres ou d'obtenir des contrats publics. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a remis sa lettre de démission ce jeudi. Cette annonce intervient alors que la coalition au pouvoir est déchirée par une profonde crise interne, notamment provoquée par la vague de protestations de 2015-2016 et la violente répression qui a suivi. Tiemoko Dirasuba. Selon le site d'information jeuneafrique.com, l'annonce surprise a été délivrée par la radio d'État Fana. Le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, en poste depuis 2012, a remis sa lettre de démission ce jeudi, a annoncé le média en question. Haïlé Mariam, qui a affirmé, je cite, avoir fait tout son possible pour résoudre les problèmes de l'Éthiopie, a justifié cette décision par le fait que sa démission est une solution à ses problèmes. En septembre 2017, de violents affrontements opposant les deux principaux groupes ethniques du pays, Oromo et Somalie, ont fait des centaines de morts selon les autorités. Un mois plus tard, en octobre 2017, Abadoula Jemeda, le président de l'Assemblée nationale, a démissionné de ses fonctions, affirmant vouloir protester contre, je cite, le manque de respect et la marginalisation de son groupe ethnique et de son parti, l'Organisation démocratique du peuple Oromo, l'un des 4 partis formant l'EPRDF. Il est finalement revenu sur sa décision par la suite. Le 3 janvier, jouant l'apaisement, Haïlé Mariam Desalegn avait promis la libération de plus de 500 personnes, dont plusieurs hommes politiques arrêtés pour leur implication présumée dans ces violences à caractère ethnique. C'est dans ce cadre que, le 16 janvier, l'opposant Merera Goutina, président du Congrès fédéral Oromo OFC, a été remis en liberté après une année passée derrière les barreaux. Par la suite, les discussions ont été lancées par l'opposition et le Premier ministre avait promis de procéder à des réformes. Difficile de savoir aujourd'hui comment interpréter cette démission surprise d'Haïlé Mariam Desalegn qui peut être vue comme le signe que les doléances de l'opposition ont été entendues ou au contraire que le PDF entend resserrer sa mainmise sur le pouvoir. On passe à Ange Kouadio qui nous apprend que l'ONU souligne l'urgence de l'organisation d'élections législatives en Guinée-Bissau. Ce pays est en crise depuis 2015, même si un accord signé en 2016 à Conakry prévoyait la tenue d'élections générales dans ce pays. L'émissaire de l'ONU pour la Guinée-Bissau, Modibo Ibrahim Touré, a appelé mercredi le Conseil de sécurité à réclamer au plus vite des élections législatives en Guinée-Bissau, pays en crise politique depuis 2015. Je souhaite voir le Conseil de sécurité souligner l'importance d'organiser urgemment des élections législatives dans le cadre constitutionnel prévu, a souligné l'émissaire lors d'une liaison vidéo avec la plus haute instance de l'ONU. Il faut aussi réaffirmer une centralité de l'accord de Conakry signé en
en 2016 afin de sortir le pays de la crise, a-t-il ajouté lors d'une réunion publique du Conseil de sécurité consacré à la Guinée-Bissau. Plusieurs pays membres du Conseil ont fait part de leur exaspération face à la crise qui se poursuit dans ce pays. Il est temps pour les partis politiques de passer des déclarations aux actes, a indiqué la France en déplorant que l'accord de Conakry ne soit pas appliqué depuis 2016 et que les droits de l'homme ne soient plus respectés. Les États-Unis n'ont plus de patience, a fait savoir la mission diplomatique américaine, tandis que l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire ou le Pérou évoquaient leurs grandes préoccupations face à l'impasse politique en Guinée-Bissau. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé fin janvier un nouveau premier ministre, Augusto Antonio Atu da Silva, afin de former un gouvernement chargé d'organiser des élections dans les prochains mois. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti au pouvoir, auquel le président Vaz appartient également. Messieurs Vaz et Pereira s'accusent mutuellement de faire obstacle à l'application de l'accord conclu à Conakry en octobre 2016. Au Mali, l'armée française a mené mercredi une grosse opération antiterroriste. Une vingtaine de combattants ont été tués ou capturés selon l'état-major, et c'est ce que nous apprend Adama Bakayoko. L'opération a été menée aux confins du pays à quelques encablures de la frontière algérienne avec visiblement une cible importante. C'est l'un des principaux chefs terroristes du Sahel et qui aurait été dans le collimateur de Barkhane. Iyad Agali est le chef d'Ansardine, allié d'Al-Qaïda. Il ne figure pas au nombre des victimes, mais l'un de ses proches a été tué selon l'armée malienne. Il s'agit de Malik Wanasnata, un ancien colonel malien présenté comme un déserteur depuis 2006. L'armée malienne dit de lui qu'il était même l'un des piliers d'Ansardine. Au total, une vingtaine de djihadistes auraient été tués ou capturés dans cette opération selon une formule volontairement floue régulièrement employée par l'armée française et transmise à RFI. Un raid mené par la France à la fois avec les troupes de Barkhane, mais aussi avec les forces spéciales déployées au Sahel. 3 cibles ont été attaquées simultanément à quelques centaines de mètres seulement de la frontière algérienne. Des cibles d'abord bombardées par des hélicoptères d'attaque, puis les troupes héliportées ont engagé l'affrontement au sol. Outre le bilan humain, l'armée française a dit aussi avoir détruit des véhicules et de l'armement. De nombreux documents auraient également été saisis. Cette opération consistait en des frappes aériennes simultanées avec 5 avions Mirage 2000, selon colonel Steiger, porte-parole de l'état-major des armées. On termine au Nigeria. Le déploiement des troupes dans le centre du pays a démarré hier jeudi. 6 États de la Middle Belt, le grenier agricole nigérian, sont concernés par des opérations qui doivent durer jusqu'au 31 mars 2018 et ramener le calme dans une région régulièrement secouée par des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Denise de la Fafiette. Selon Amnesty International, les violences ont fait plus de 517 morts en 2017. Au moins 168 morts rien que depuis le début de l'année. Une crise profonde qui tire ses origines de la surpopulation, de la négligence des autorités et de l'instrumentalisation des divisions ethniques sous-jacentes à des fins électorales. En 1960, le Nigeria comptait 45 millions d'habitants. Les projections font désormais état de 200 millions de personnes en 2019. Une surpopulation qui a entraîné une compétition pour la terre avec pour première victime les pâturages qui ont diminué au profit des terres cultivées et de zones d'habitation. Parent pauvre de l'économie nigériane, l'élevage a souffert des négligences des gouvernements successifs. Les réserves de pâturage définies dans une loi de 1965 n'ont pas été protégées, réduisant au fil des années les espaces disponibles pour le bétail. Le déploiement militaire qui a donc démarré pour une durée de 6 semaines est une réponse tardive et de court terme qui laisse les observateurs quelque peu dubitatifs. Selon le communiqué du ministère de la Défense nigérian, ils doivent enrayer les affrontements entre éleveurs et agriculteurs et lutter contre le banditisme armé, le kidnapping et le vol de bétail. Le déroulé de ces opérations sera donc crucial. En attendant, éleveurs et agriculteurs espèrent la mise en place de mesures permettant de résoudre la crise sur le long terme. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, et encore merci à Régis Kofi pour cette présentation.
de toute l'actualité africaine dans un bulletin, et ce sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Ce sera votre dernière intervention dans le cadre de cette grande matinale. Abou Sila sera là à 9h pour un flash info. D'ici là, nous restons avec vous sur la radio, première sur l'info et le sport. Nos spots annonces et spots promo juste après. Nous allons nous retrouver dans la tribune de libre expression.